Bon, enfin, on se fait un podcast tous les deux. Bah ouais, ouais, mais c'est toi. T'invites tout le monde sauf moi. J'étais déçu, hein. Ouais. On en parlait hier, mais la dernière fois que je t'ai proposé, tu m'as dit, mais moi, j'ai pas le temps, mais laisse tomber, machin et tout. Donc, Non, mais voilà. c'est normal, tes podcasts, ils durent 3 heures, donc c'est. Et en plus, moi j'habitais Paris, il fallait que je vienne dans ta banlieue, là. Donc, Ah là là, c'est tellement loin, tellement loin. Et maintenant, c'est un peu plus compliqué, tu vois. bah, au final, c'est plus compliqué, mais c'est plus simple, tu vois. On est plus loin, mais on peut le faire plus facilement comme ça maintenant avec Internet, la magie Mais ouais, de ça l'Internet. c'est je sais pas si on peut dire la magie du Covid, mais en tout cas, ça a fait Aussi. rentrer beaucoup plus dans les mœurs les conversations à distance comme ça, vidéo, donc c'est cool. Ouais, ouais, c'est Bon, cool. ça fait un bout de temps qu'on se connaît. Moi, je repensais le premier souvenir que j'ai de toi, mais toi, tu dois pas te rappeler de moi à ce moment-là. C'était le premier stage de Pequeno Si, en mais France. si, si. Ouais, moi je m'en rappelle pas parce que bah, il y avait du Oui. monde et tout, mais je me rappelle que tu m'avais dit ça, que tu Ouais. étais présent et que c'était à ce moment-là que ça t'a intéressé de mettre de la lutte à livrer dans ton club, il me semble que c'est ça. Ouais, bah Mm. moi j'aimais le sol à ce moment-là, mais j'en faisais vraiment comme ça. Bah, je bricolais quoi, beaucoup avec des vidéos et puis des amis, on s'entraînait ensemble et tout ça, mais on Ouais, n'avait pas comme, de vraie comme structure. beaucoup, comme beaucoup à l'époque en France, c'était compliqué si tu voulais vraiment t'entraîner au sol, fallait aller au Brésil et puis même quand tu partais au Ouais. Brésil, tu voyais pas vraiment les bonnes techniques, bon, c'était un peu à l'ancienne quoi. Aujourd'hui c'est plus pareil, mais ouais, c'était pas évident à l'époque, ouais. Et toi, t'avais quel âge à ce moment-là? T'arrives à te rappeler ou pas? Premier stage de Pequeno? Bah, Genre 16, 17 ans, 16, non? ouais, 16 ans, 17 ans. Je me rappelle, je me disais, tiens, c'est qui? Parce que moi, je t'avais vu et je me disais, il a l'air un peu arrogant. Il a l'air de se la péter un peu. Je sais pas qui c'est ce petit jeune, mais Ouais, ouais, enfin ouais. un bon Bon, pressentiment. ouais, on va dire que, en tout cas, tu sortais quand même du lot, tu vois, parce qu'il y avait quand même du monde et tout. Il y avait même Greg, celui qu'on appelle Greg MMA maintenant, Greg Ouais, ouais. Bouchwagen, je crois, qui Grégory avait Boucher. fait un petit randori avec Pequeno à la fin, je me rappelle. Ouais. Mais c'est là où j'ai rencontré Jimmy, tout ça. Bon, on s'était entraîné ensemble avec Jimmy. Mais ouais, c'était vraiment les balbutiements quoi, Mm. du sol, on va dire, en France, sans même parler de lutte à livrer, parce que même le JJB, il n'y Ouais, avait ouais. pas grand-chose. Toi, à ce moment-là, tu t'avais fait du JJB, c'est ça? En fait, moi, j'ai commencé. En fait, moi, j'habitais Montreuil, mais du côté de Vincennes. Et donc, en fait, bah, il y avait le Certicier qui déjà à l'époque était quand même connu et réputé, mais pas pour le JJB encore. Mais tu vois, pour un club de quartier, c'était ce qui était connu. Et du coup, bah, je sais pas, un jour comme ça, je me suis réveillé, je me suis dit, tiens, je veux faire des sports de combat. Donc je suis allé là-bas et comme je dis souvent, moi à l'époque je connaissais pas Jean-Claude Van, enfin j'avais 12 ans, hein. Donc je connaissais pas Jean-Claude Van Damme ou comme d'autres ont été inspirés par Bloodsport ou autre. Moi Hmm. c'était Jackie Chan avec le Kung Tu Fu vois? ou je sais pas quoi. Pour ça, t'es jaloux de ce que je faisais, en fait. T'as jamais pu assouvir ton rêve. Mais non. Et donc bah, je suis parti essayer en fait. Je suis parti essayer le Kung Fu d'ailleurs. Et j'ai essayé. Et donc en fait là-bas ils me parlaient que de Jiu-Jitsu brésilien. Enfin bon à l'époque j'avais pas capté le nom donc je savais pas même pas ce que c'était. Et en fait, bah, bon, c'est un signe du destin ou autre. Quand je suis allé sur le cours de Kung Fu, le prof, il était pas là. Et donc, c'était un élève qui remplaçait. Et bah, franchement, bon, j'ai pas aimé le cours, quoi. J'ai pas aimé l'énergie. Enfin, je me suis pas senti à l'aise. Et quand je suis allé faire le cours de JJB, bah, c'était Alain Nagera qui était là. Et je pense qu'ils avaient jamais vu peut-être de personnes aussi jeunes, de jeunes venir essayer. Et du coup, il m'a donné beaucoup d'attention. Et je pense qu'à cet âge-là, ou même à n'importe quel âge, c'est ce qu'on aime. Donc, et c'est pour ça que je suis resté. En plus, j'ai appris au premier cours, j'ai appris l'étranglement avec le col, là. Et après, dans la cour de récréation, j'allais le faire aux potes pour leur montrer, regardez ce que j'ai appris hier et tout. Donc, donc il y avait ce petit truc-là. Et c'est vrai qu'à l'époque, bah, c'était surtout bah, frapper, genre kung fu ou boxe, mais tu sais, les prises comme ça, on connaissait pas trop, quoi. Donc, c'est vrai que ça m'avait plu, cette particularité, cette différence, ça m'a plu. Et c'est pour ça que je suis resté. Mais après, quand nous, on s'est rencontrés, que Pequeño, il est venu, je faisais déjà quasiment plus de JJB. Ou j'en faisais encore un peu, mais j'avais quasiment déjà arrêté
parce que bah, j'étais que avec Flavio à l'époque déjà. Et puis voilà, j'étais déjà à fond dans le 100 kimono. Mais comment ça s'est fait la rencontre du coup avec Flavio? Comment t'es passé du... Parce que déjà, bon, c'est un peu le hasard quoi, qui fait les choses, Ouais, mais il y avait quoi, peut-être 2 ou 3 endroits en France où on pouvait faire du JJB à l'époque, peut-être, ou alors qu'il ouais. y avait peut-être même que le cercle, je sais pas. Non, Et, il y avait le et Certicier là, et il y avait aussi comment ça s'appelait à l'époque? Le Temple des Arts Martiaux ah oui. sur Paris. Et puis de toute Hmm. façon, ça c'est très rapidement, en fait, très rapidement, il y a eu quand même quelques endroits sur Paris parce qu'il y avait David Pierre-Louis qui arrivait de Martinique et qui avait besoin de travailler aussi sur Paris en parallèle de ses études. T'avais Jérémy Idel aussi qui a commencé rapidement, il me semble, à donner des cours au Kajin. Enfin voilà, très rapidement, les mecs, au bout de 2 3 ans, ça commençait déjà à donner des cours parce qu'il y avait de la demande. Euh, et puis voilà. Et du coup, moi, comment j'ai rencontré Flavio, en fait, bah, c'est tout le groupe, à l'époque, Christian Derval et le groupe du Certicier qui était parti au Brésil s'entraîner. Et bah, à l'époque, le JJB et la lutte à livrer, c'était quand même, enfin, les deux étaient, on va dire, presque au même niveau, tu vois. Euh, les gens connaissaient autant le JJB que la lutte à livrer. Et il y avait des combattants très très forts en lutte à livrer, comme très très forts en JJB. Enfin, ça se valait vraiment, quoi. Aujourd'hui, bon, le JJB a complètement explosé. J'ai Mais cru que tu allais dire le contraire. Aujourd'hui, c'est que les mecs de la Luta qui sont bien plus forts, mais non, non, non. Non, mais aujourd'hui, il y a un vrai, on pourra peut-être en parler après, je sais pas où est-ce que tu vas m'emmener dans ta discussion. Mais aujourd'hui, il y a un vrai retour, justement. Enfin, il y a une certaine reconnaissance, je trouve, de la part du JJB envers la lutte à livrer. Ça a complètement changé là depuis quelques mois, quelques années. À un moment, on n'existait pas, ils voulaient surtout pas qu'on existe. Et aujourd'hui, il y a tous les anciens qui parlent de lutte à livrer, qui racontent l'histoire d'avant et tout. Bref. Et du coup, en fait, quand ils sont allés au Brésil, ils se sont entraînés en lutte à livrer et ils se sont entraînés en lutte à livrer avec Pequeño et puis tout le groupe de Pequeño. Et donc, dans le groupe de Pequeño, il y avait Flavio, il me semble. J'étais pas là, mais c'est ce qu'on m'a raconté. Et du coup, et en fait, eux, ils étaient intéressés par Pequeño, mais Pequeño, il était en pleine bourre au Chuto, là, il combattait. Et, euh, et en fait, Flavio, bah, il avait Flavio aussi allait combattre pour la première fois au Japon. Donc en fait, ça permettait qu'au retour du Japon, il s'arrête en France et qu'il reste 3 mois. Donc ils ont pris Flavio à ce moment-là. Enfin, tu vois, il y avait quand même, je trouve quand même que Christian Derval, il a une certaine vision quand même. Tu vois, c'est clair. parce que parce qu'il s'est pas dit ah je veux que le JJB, tu vois. Il s'est intéressé aux deux. Bon après il y a eu le big boss en fait le certicier était raccroché à Flavio Bering et Flavio Bering aimait pas trop que donc Flavio Peroba Santiago ceinture noire de lutte à livrer euh, soit présent quoi. Donc c'était la première et dernière fois qu'il est venu au certicier comme ça pendant 3 mois. Et voilà, c'est là où je l'ai rencontré. Et en fait, moi, je fais un monologue là, mais le truc, c'est. Mais c'est le but. Et en fait, quand, quand moi je l'ai rencontré, bon, bah, j'étais jeune. Et en fait, à l'époque, quand les gens du JB, les professeurs de JJB, on va dire que c'est pas pour leur jeter la pierre, mais ils connaissaient pas grand-chose en fait, parce que bah, ils partaient 2 semaines ou un mois au Brésil et puis ils revenaient. Bon, bah, qu'est-ce que t'apprends en 2 semaines, un mois? T'apprends pas 50 trucs, tu vois. Tu vas retenir quoi? 4 5 techniques, puis bah voilà. Puis après, tu vas travailler avec ça pendant un an. Et après, si tu as de la chance, tu repars au Brésil l'année d'après, etc. Et à l'époque, c'était ça. Et en fait, les cours, ça se ressemblait énormément. Et les techniques, c'était quasiment toujours les mêmes, quoi. Donc, alors attends, tout ça, moi j'étais ceinture blanche, débutant et tout, mais en fait quand Flavio il est arrivé et que chaque cours était différent, chaque cours c'était une technique différente, c'était un jeu tout en mouvement, enfin c'était un truc que quand je le voyais combattre, je me disais putain mais je veux combattre comme lui quoi, enfin c'est ça que je veux apprendre, tu vois. Et, euh, et c'est pour ça que c'est ça qui m'a donné envie de rester avec lui. Après bon, c'est lié d'amitié, on s'entendait super bien et tout, donc c'est pour ça qu'après, bah, je l'ai suivi et que j'ai arrêté petit à petit le JJB. C'est pas parce que j'aimais pas le JJB, au contraire, j'aimais beaucoup ça, mais c'est plus parce que bah, j'avais vraiment envie d'apprendre le combat au sol comme Flavio le pratiquait, quoi, tu vois. Ouais. Donc, Mais à l'époque, ceux qui faisaient le JJB,
est-ce qu'ils faisaient aussi un peu de nogi ou ils étaient vraiment tout le temps en kim? Ouais, ça faisait quand même un peu de nogi, ouais, ouais. Ça faisait du nogi et puis ouais, ça se prenait pas trop la tête en fait, hein. Ça se prenait pas trop la tête et c'est après quand il y a eu un peu bon, il me semble que c'est ça, hein. Encore une fois, j'étais pas dans les discussions, mais c'était l'énergie que je ressentais quand Flavio Bering a commencé à dire ouais, ouais, la lutte à livrer, laisse tomber, c'est nul ou je sais pas c'est quoi ces termes exacts. Mais en tout cas, il aimait pas trop que la lutte à livrer soit présente dans le club et qu'il y ait Flavio qui soit là. Et donc, ça a créé un petit peu, tu vois, je sais Des pas, tensions. des tensions, ouais, sans qu'il y en ait vraiment, parce qu'en vrai, une fois que Flavio est parti, c'était fini, quoi, tu vois. Ouais. Donc voilà. Et du coup, Flavio, il est reparti au Brésil, c'est ça? Ouais, Flavio est reparti au Brésil et en fait, c'est Emmanuel Fernandez, la deuxième personne qui l'a refait venir en France. Bah, pareil pour quelques mois, je crois 3 mois, il est revenu. Emmanuel Fernandez, c'est ancien combattant du Cage Rage, Ouais, c'est ça? Non, ouais, ouais. aujourd'hui c'est Cage Warrior, à l'époque c'était Cage Rage, il me semble. Et ils sont de Cognac, donc lui et son frère, Emmanuel et Frédéric Fernandez, ils sont de Cognac et en fait, bah, pareil, ils avaient super apprécié Flavio. Et donc ils l'ont fait revenir et quand il est revenu, bah, moi je suis parti là-bas en stage un peu pendant un mois à Cognac aussi. Je l'ai suivi. Après, il est revenu un peu sur Paris. Je sais pas s'il est retourné au Brésil encore une fois ou il est resté définitivement. Mais Et après, comment toi, tu pouvais partir un mois? C'était pendant les vacances ouais, d'été ou? ouais, ouais, c'était les vacances. Je crois Ouais. que c'était les vacances scolaires. Ouais, ouais. J'allais dire, il a arrêté l'école pour aller s'entraîner. Non, 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 je crois que c'était pendant les vacances scolaires. Ouais. C'est pour ça que j'avais pu rester qu'un mois, je crois, ou je sais plus. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Et puis après, au final, il s'est installé sur Paris. Et puis, les galères du début, hein, et pas trop d'argent, essayer de donner des cours, etc. Donc c'était un peu compliqué, j'imagine, pour lui. Et puis voilà. Et du coup, moi, je suis rentré en contact. Je sais pas si c'était pas avec Paco, Pas non? comme. Pacom, mais c'était pas Pacom, c'était Pacom, Paco, je sais plus. Pacom. Ouais, c'est pas Ouais, comme, c'est pas comme qui est avant journaliste chez Karate Bushido ou Fight Sport. Enfin, ok. il habitait au Brésil jusqu'à il y a pas très longtemps et qui maintenant habite au Portugal. Mais ouais, c'était lui qui avait, que c'était lui un peu plus, comme il parlait portugais déjà à l'époque. C'était Hmm. lui des fois qui faisait un peu on va dire le manager. Enfin, il mettait en relation quoi. On va pas refaire toute l'histoire, sinon ça va être trop long. Ouais, ouais, Mais du ouais. coup, bon, Flavio, il a commencé à donner les cours chez moi, à Fushankun. Et puis, bah, c'est là où j'ai vu Puis là, toute l'équipe. on a foutu le bazar dans le Ah, vous avez foutu un bordel. Vous m'avez ruiné le le sauna. hammam. Ouais. Vous m'avez tout ruiné. Ah, là, Mais bon, au moins, il y avait une bonne ambiance. on était Il y avait des une bonne enfants, ambiance. fallait nous recadrer à ce moment-là. On n'était pas très, très éduqués. Mais non, mais en tout cas, juste pour dire ça, c'est que ce qui était cool, avec toi, c'est que c'était, voilà, il y avait des cours, mais on pouvait venir s'entraîner quand il y avait pas cours. Tu nous faisais vraiment quand même confiance. La chose que moi j'ai un peu du mal à faire aujourd'hui avec mon club, euh, parce que c'est ça, c'est vite, vite le bazar. Donc voilà, mais c'est vrai que c'était vraiment cool parce qu'on pouvait s'entraîner et moi qui voulais faire de la compétition à haut niveau, il fallait que je m'entraîne plus qu'une fois par jour. Et à l'époque, c'était vraiment difficile de trouver des créneaux en journée ou de trouver une salle disponible en journée. Et donc toi, tu nous laissais quand même venir et même, j'ai des souvenirs aussi, s'entraîner le jour de Noël, le jour de l'an, enfin on s'entraînait vraiment, vraiment tous les jours, quoi. Et enfin bon, Flavio était à l'époque, c'était un fou furieux, hein, c'était un passionné fou furieux. Fallait qu'on s'entraîne tous les jours, quoi. Ouais, un peu. Ouais, ouais, mais c'est marrant. Enfin, c'est pas du tout la même mentalité, je pense, mais ça me fait penser un peu à ce que j'entends sur Danaher qui lui, que ce soit Noël, jour de l'an et tout, il voit pas pourquoi on s'entraînerait pas, quoi. Ouais, je sais plus, c'était hier ou avant-hier, je voyais une vidéo. Ils s'entraînent tous les jours. Ils font 2 entraînements par jour, sauf le dimanche où ils font un seul entraînement. Mais après, moi, tu vois, enfin, je suis allé m'entraîner là chez eux là à Austin. Enfin, j'ai fait un cours. Je sais pas si on peut appeler ça s'entraîner, mais j'ai fait un cours chez eux et ouais, c'était 1 heure de technique. Donc j'avais l'impression que j'étais à un stage.
Donc c'est bien, mais enfin moi personnellement j'aime bien, mais au bout d'un moment ça me saoule quoi. Je peux voir les meilleures techniques du monde, au bout d'une heure j'en ai marre quoi. Mais voilà, en tout cas c'était 1 heure de technique et après c'était seulement 5 sparring. 5 Ok. sparring, donc il y avait 4 sparring à thème. En fait tu prenais un partenaire et pendant 6 à 8 minutes, je sais plus, je crois que c'est 6 minutes. Pendant 6 minutes, il y en a un qui commence, par exemple, le thème, c'est il y en a un qui commence en position montée, et, euh, et puis ça commence de là. Puis dès qu'il y a une soumission, on reprend dans la même position, mais on inverse les rôles. Enfin, j'ai trouvé très, entre guillemets, très simpliste, ça. Mais en vrai, je pense que le plus important, c'est vraiment l'aspect technique, quoi, comment il montre ça, tout ce qu'il montre. Puis ouais, il est en avance, quoi. Puis c'est un mec qui est formé, qui étudie au quotidien. Et là, c'est Donc lui qui bref, donnait le cours? ouais, ouais, c'était lui qui donnait le Ouais. cours. C'était le troisième cours que je faisais avec lui. J'en avais fait 2 autres avec lui à New York à l'époque. Ok. Et donc, ouais, toi, tu attribues un peu leur succès à quand même à ce souci du détail technique, ou c'est, tu crois aussi la quantité d'entraînement, le rythme qui est imposé toute l'année? Moi, je pense que le succès, bah après, tu vois, entre guillemets, il a eu la chance d'avoir Gordon Ryan. Parce que, mis à part Gordon Ryan, bah ouais, il a des mecs bons, mais il a personne qui se surclasse, enfin, tu vois, qui est très bien à l'international. T'as des, alors attention, il y a des très bons mecs, des mecs qui doivent être dans le top 10, 15. Mais tu vois, à part Gordon Ryan, qui est intouchable, je pense, on verra ça sur les prochains mois, là, où il va y avoir 2 gros combats pour lui. Mais à part Gordon Ryan, les autres, bah, ils sont très forts, mais je pense pas qu'ils soient dans le top 5, tu vois, dès qu'ils prennent vraiment le Brésilien, un petit peu stratégique, assez complet, qui a de la lutte et tout, bah, ils arrivent pas à mettre leur jeu, tu vois. Ils arrivent pas à mettre leur jeu en place. Donc, Ouais. c'est ce que disait aussi Gordon Ryan, tu vois, quand les mecs ils disaient ouais, mais regarde, c'est Danner qui s'occupe de toi et tout. Et lui il dit ouais, mais regarde bien, ça fait je sais pas 15 ans qu'il enseigne et combien il a eu vraiment de bons compétiteurs, de bons élèves. Il n'a pas eu beaucoup. Tu vas sur son tapis, tout le monde est bon, tu vois. Après vraiment pour passer un cap à l'international, enfin pour être un Gordon Ryan, bah il faut être Gordon Ryan, quoi, tu vois. Donc ouais, je pense que c'est le fait, ouais, c'est le fait que lui, il étudie beaucoup et puis il montre vraiment le jeu actuel. Puis c'est toujours différent ce qu'il montre. Et il y a une vraie réflexion derrière ce qu'il va montrer, tu vois. Le jeu Parce qu'il des y a une clés de époque où jambes. t'étais pas trop fan, à une époque de. Parce que ça te saoulait, ce jeu de. Enfin, uniquement sur les attaques sur les jambes et tout ça, tout ce qui est tout le jeu des clés de jambes, clés de cheville et tout. Non? Il me Ouais. semblait que Je tu sais pas trouvais si que toi, c'est. fallait être plus sur les fondamentaux et les tendances, fallait pas trop aller dessus, quoi. Ouais, moi je suis pas fan des tendances. Je suis pas fan des tendances. Mais après, en vrai, c'était pas enfin, lui a lancé la tendance, mais lui quand il l'enseigne ou quand il le faisait en compète, bah c'était juste pour. À l'époque, en fait, c'était très compliqué de passer la garde. Enfin, encore aujourd'hui, mais c'était très compliqué de passer la garde des mecs parce que la plupart des mecs qui jouent sur le dos, bah ils travaillent beaucoup en défense, quoi. C'est beaucoup défense, 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 et puis ils essaient de te surprendre en prenant le dos, ou essaient de te soumettre, ou essaient de te renverser. Et c'était très compliqué de passer la garde. Et en fait, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles il s'est mis à faire attaquer les clés de talon, parce qu'il y avait personne n'attaquait vraiment bien les clés de talon. Et dès qu'il y en avait un qui attaquait bien, eh bien, personne savait défendre. Donc je pense qu'il s'est mis à fond là-dedans, puis aussi parce que, alors, pareil, j'étais pas là, j'en sais, de ce que j'analyse un petit peu à distance, parce qu'il a eu aussi un élève qui était très très fort là-dessus, spécialisé, Eddie Cummings, et apparemment c'est lui qui aurait vraiment ramené ce truc-là dans le club. Et puis bah eux ils ont appris et puis bah ils ont transmis etc quoi. Mais aujourd'hui ils attaquent quasiment plus la clé de talon parce que tout le monde maintenant sait défendre et tout le monde sait la contrer. Donc aujourd'hui bah ils sont sur un autre jeu et je pense que donc ils étaient sur de la prise de dos, ils travaillent beaucoup la prise de dos, mais maintenant ils sont sur le travail à partir de essayer de lutter, donc essayer de ramener le combat au sol, d'être au-dessus, essayer de passer en pression, comme fait ce que fait Gordon Ryan, tu vois, de passer en pression et de garder et de rester en position montée, comme faisait à l'époque Roger Gracie. Tu vois, Parce que moi, ce fatiguer, que avoir j'avais. vraiment ce Ouais. truc de fatiguer l'adversaire
pour qu'après, bah, au bout de 5 minutes de te faire écraser, t'en as marre, t'as juste envie que le mec il te soumette, quoi, tu vois. Parce que ce que j'avais entendu comme histoire, je sais plus ce qu'il racontait, je crois qu'il Danaher disait que c'était Dean Lister, peut-être, je crois qu'il lui avait dit, mais en fait, pourquoi tu ignores la moitié de ton corps tu vois, pourquoi vous attaquez que le haut du corps, il y a le bas du corps, quoi. Et que Ouais, ça lui ouais, avait fait un déclic un peu dans sa tête, et que Dean Lister, ce sera un peu aussi le pionnier en réalité des clés de cheville avant les autres, mais qu'eux, ils ont perfectionné ça à un niveau bien plus avancé, quoi. Et il n'y a pas ouais, eu un combat récemment, j'ai cru voir passer ça, mais j'ai pas, moi, j'arrive pas à suivre bien l'actualité du sol, mais où il a complètement, là, il y a pas longtemps, peut-être une semaine, un truc comme ça, ouais, Gordon Ryan, ouais, il a battu un mec hyper facilement, alors que c'était quand même un mec vraiment fort, non? ouais, ouais, ouais. Pedro Marinho, en fait, il a pris un Brésilien bah, qui fait presque 100 kilos aussi. Mais le Brésilien, il a rien fait, quoi. Non, mais moi, je te le dis, c'est Gordon Ryan, il est très, très loin. Il est très, très loin devant. Il est intouchable, en fait, pour moi, là. On verra, C'est le hein. meilleur combattant de tous les temps, quoi, Ouais, au ouais, sol. ouais. Ouais, ouais. Si, bah là, je pense qu'il va confirmer ça, je pense, le mois prochain face à Felipe Pena, qui, je pense, il va anéantir. Alors, Felipe Pena, pour ceux qui connaissent pas, c'est un mec qui a gagné la DCC, qui a gagné l'absolute à la DCC, qui la dernière, et donc quand il a gagné l'absolute à DCC, il a pris Gordon Ryan en finale. Gordon Ryan, justement, à l'époque, il a tenté une clé de talon et il s'est fait contrer, il s'est fait prendre le dos, il s'est fait étrangler. Euh, et donc derrière, après, donc à la DCC, en fait, le gagnant de l'absolute, il affronte le vainqueur du super fight. D'accord? Il y a un super fight à chaque fois. Et ce super fight, c'est le vainqueur de l'édition précédente et le vainqueur de l'absolute. Ok. C'était clair? Ouais. Et du coup là, Gordon Ryan, c'est le vainqueur de l'ancienne édition de l'absolute. Et Galvao a battu Felipe Pena pour le super fight. Donc là, ça va être André Galvao face à Gordon Ryan. Tu m'as C'est à suivi? Galvao qu'il a mis une tarte, non? C'est ça, ouais. Il en a même mis deux. Bah, en fait, bon, c'est comme il dit, ouais, mais Galvao, il est venu vers moi, il était là, il voulait m'agresser. Il dit, moi, il m'a poussé, je me suis défendu, tu vois. Ouais. Ah, mais c'est un Donc, peu rigolo. C'est un peu rigolo comme histoire. J'avais vu les images. ouais, ouais. Mais après, il y a tellement de trucs, il y a tellement de trucs, tu sais, aussi aux États-Unis, on se rend pas bien compte, c'est pas comme en France, quoi, tu vois. Si tu te bats avec quelqu'un, et que enfin, j'en parlais avec Gésias, et puis, il me racontait aussi, c'était pareil, Durigno, là, Gilbert Burns, là, de l'UFC. Il parlait souvent de ça, il disait que aux États-Unis, c'est pas comme en Europe ou au Brésil, tu vois. C'est si tu te bats avec quelqu'un et que je sais pas, tu lui casses quelque chose ou il est pas capable derrière de travailler, bah tu dois lui payer un salaire tout le temps où il peut pas travailler, tu vois. Enfin, il y a plein de trucs comme ça et du coup les gens là-bas ils osent pas tellement se battre et puis surtout un Brésilien, euh, tu vois, et qui est pas né aux États-Unis, qui est pas né américain. Bon bah il vaut mieux qu'il évite de se battre. Bon, je pense pas que c'est que pour ça, mais je pense que ça a joué un petit peu dans l'histoire de pas répondre à Gordon Ryan. Et puis bah après aussi, je pense qu'il a été très surpris que quelqu'un lui réponde en fait. Parce que tu vois, t'as ce truc tu sais à qui j'en parlais avec Leandrolo. Tu vois que c'est Leandrolo? Non. Bon, je pense 8 ou 9 fois champion du monde en JJB. Ok. C'est vraiment bon, comme ils aiment bien dire ici, c'est une légende. Mais ouais, c'est un Ok. mec. Bref, moi je l'ai filmé en fait pour BJ Fanatic. Et c'était le lendemain que Galvoy s'est pris les deux tartes là. Et en fait, on était assez d'accord sur le truc de. En fait, Galvao aux États-Unis, bah, par son entourage, il est vu comme un dieu, tu vois. Et il est dans une bulle en fait. Il est dans une bulle où personne n'ose lui parler mal, tout le monde est là, gentil avec lui. Et en fait, je pense qu'il s'attendait pas à ce que quelqu'un lui mette une tarte, tu vois. Il Ouais. pensait que Gordon Ryan allait dire ah désolé, excuse-moi, ah grand maître Galvao. Et l'autre il en a rien à faire, tu vois. Et il lui a mis une tarte et voilà quoi. Surtout qu'en plus, c'est comme une bonne brute, Galvao. Donc, de par déjà son statut, enfin, les gens ont sans doute pas envie de le faire. Et après, même son aspect et sa réputation, enfin, il est agressif même dans sa manière de combattre, quoi.
Ouais. Donc, Aujourd'hui un peu moins, mais ouais, il se fait vieux, hein. ouais, il est sur la Mais fin, quoi, un peu. ouais, bah déjà, tu sais, tu le vois, c'est comme en boxe, tu vois. En boxe, tu mets plus facilement des KO entre 20 et 25 ans, mais plus tu prends de l'âge, enfin bon, c'est ce que j'observe un petit peu, hein. Les mecs, plus ils prennent de l'âge, bah plus ils vont être sur la stratégie, ils vont pas chercher forcément le KO, je pense. Bah, c'est physiquement que c'est compliqué de suivre. Bah nous, c'est un peu pareil en fait, hein. Plus tu prends de l'âge et plus c'est difficile de soumettre. Donc lui, il est sur cette pente-là, quoi. Ça fait déjà, je sais pas, ça fait combien de temps qu'il a pas soumis quelqu'un, tu vois. Et je pense que ça fait presque 8 ans qu'il a pas soumis quelqu'un, ou tu vois. Donc, Ah ouais. euh, donc ouais, non, et puis je crois qu'il a, je sais pas, il a presque 40 ans, ou il a plus que 40 ans, je sais plus. Et Gordon Ryan, t'avais pas fait une vidéo avec lui, non? Si, alors quand je suis allé là-bas, là, à m'entraîner à Austin, là, chez Danaher, à la fin, je lui ai demandé de faire une petite vidéo technique pour ma chaîne YouTube et mon Instagram, là. Puis voilà, très cool. Il m'a dit oui, bien sûr, avec plaisir. Et on a fait ça. Parce que comme c'est quand même un gros troll sur Internet, il adore. Je l'entendais qu'il disait lui, il adore en fait aller faire chier les gens, répondre à tout le monde. Enfin, il Non, mais passe un temps fou. en fait, Tu te demandes comment il est tu vois, ouais. pour Je ses pense relations. qu'il n'y a pas plus respectueux que lui. Ouais. Il est vraiment, tu vois, il a été super cool avec moi. Je lui ai dit, ah, j'aimerais bien que tu me remontres une technique que j'ai vue sur un de tes combats, nan, nan. Ah, ok, bah attends, viens, on regarde, et tac, on est parti voir sur Internet. Ah, c'est cet moment-là, tana, ok, d'accord, bah vas-y, c'est parti. Enfin, il était vraiment, vraiment, non, sur Internet, il fait son business, tu vois. Franchement, ce qu'il arrive à faire, j'ai beaucoup de respect parce que quand j'étais compétiteur et que je m'entraînais 3 fois par jour, bah, je te jure que j'avais pas envie, j'allumais pas mon portable comme lui il doit l'allumer, tu vois. Ou je me connectais pas sur les réseaux à parler aux gens ou autre, tu vois. Enfin, c'est fatigant de s'entraîner, t'es tout le temps fatigué. Et si en plus derrière tu dois faire ça, franchement, il est vraiment, vraiment fort. Il est vraiment fort. Et du coup, non, c'est un vrai bon gars en vrai, quoi. Après, c'est un compétiteur, faut pas le faire chier, tu vois. C'est sûr que si tu fais le fan, ou si, moi je suis allé le voir quand il était tout seul, tu vois. Tu vas pas le voir quand il est en train de discuter avec Danaher sur une technique. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et alors toi, comment ça t'est venu un peu cette envie de faire de la compétition? Parce qu'au départ, et on sait pas trop comment, tu dis j'ai eu envie de faire des arts martiaux. Et puis après, c'est, tu t'es pris au jeu, c'est l'amour de ça qui t'a donné envie de faire de la compète ou tu avais des trucs à te prouver? C'était quoi Mm. le moteur? Euh, En fait, moi, avant, je faisais du tennis. J'ai fait 10 ans de tennis. Et donc, je faisais déjà de la compétition en tennis. Et j'ai Ok. même fait du ping-pong, si tu veux savoir. De la compétition en ping-pong aussi? Et j'ai fait de la compétition de ping-pong. Donc, en fait, je faisais déjà de la compétition dans d'autres disciplines avant. Puis mes parents aussi, tu vois, mon père, il jouait aussi, enfin, il jouait au tennis. Donc, il faisait des matchs, ma mère aussi et tout. Donc, c'était un peu dans la famille, quoi, tu vois, que ça faisait de la compétition. C'était normal. Et je pense que quand t'es jeune aussi, c'est plus facile d'aller vers la compétition que quand t'es plus âgé, je pense. Il y a moins d'ego, il y a moins de, tu vois, je pense. Je pense que tu veux passer du temps avec ton groupe. Tu sais, tu veux passer du temps avec les adultes ou tu veux passer du temps avec ton prof et du coup, ça te donne envie de faire, je pense, de faire de la compète. Et moi, donc, ma première compète que j'ai faite, je pense que c'était après 3 mois ou 6 mois que je venais de commencer, quoi. Alors, je sais pas comment, j'ai gagné mon premier combat, je sais même pas comment. Je sais même pas, j'ai gagné, quoi. Et donc après, j'étais déjà en finale. Et alors, on est quasiment sûr avec mon pote euh, qu'on s'est retrouvé après à la fac. Et puis maintenant, il vit au Brésil aussi, il vit à Belo Horizonte. Il est préparateur physique là-bas. Et on est quasiment sûr qu'on s'est affronté, enfin que c'est lui qui m'a défoncé en finale. Et genre, je me suis mangé une clé de bras en 30 secondes. J'ai rien compris. Et parce que lui, il faisait un peu de judo avant et tout, donc il connaissait un peu plus. Et,
Et voilà, mais malgré ça, je sais même pas pourquoi en fait. Ah, il y a une compétition, ah ok, bah j'y vais. Je sais pas, j'y suis allé. Et après, euh, bon voilà, au fur et à mesure, bah, pareil, j'avais envie de faire des compétitions. Je pense que c'est surtout le fait de vouloir rester avec les adultes, les gens, le prof, tu vois, vouloir exister un peu à l'intérieur du club. Et mais à terme, après, c'était vraiment, tu sais, il y avait cette guerre un peu JJB, lutte à livrer, donc c'était montrer que la lutte à livrer, on existait et qu'on était là et qu'on était aussi, tout aussi efficace peut-être que le JJB, mais aussi, bah, il y a ces petites guerres entre clubs qui te font grandir au final, tu vois. À Hmm. l'époque, il y avait Vivacité, là, le club de Grigny. Ouais. Il y avait, je sais pas, bref, il y avait d'autres clubs, je sais pas, la Free Fight Academy aussi, qui avait des mecs pas mal. Il y avait, moi, dans ma catégorie, il y avait le fils de Daniel Cognam, donc il y Ouais. a un club à Montrouge. Enfin, bon, Ah, voilà. Il y avait des petites guéguerres comme ça. Il fallait un peu montrer qui était la meilleure équipe ou qui était le meilleur combattant. Et je pense que ça m'a un peu, ça me transcendait un peu en compète, quoi. J'avais envie de montrer, quoi. moi, ce qui se disait à l'époque de Vivacité, c'est qu'ils avaient appris avec des cassettes vidéo, quoi. Ouais, ouais, apparemment c'est ça. Ils auraient appris sur Internet. Ou alors Et l'autre donc, discours aussi, c'est ils ont appris dans la rue où c'est le grappling de rue, quoi. mais au final, ils étaient compétitifs quand même, quoi. Ouais, ouais, non, non, bien sûr. Bah, déjà, ils avaient tous un gros physique. Ils avaient tous une lutte plutôt pas trop mal. Et puis, ils étaient à fond dans la stratégie, tu vois. Je pense qu'au sol, les profs étaient sûrement très bons. J'ai jamais tourné avec eux. Les gens disaient qu'ils étaient bons. Les gens disent, après, j'ai pas vu moi personnellement, mais les gens disent qu'ils étaient bons. Mais tous leurs élèves, il y a personne qui est vraiment très technique au sol. Très technique. Ils sont bons, hein, parce que ceux qui vont entendre, ça y est, après on va me jeter la pierre. Mais ils sont bons, mais c'est pas des techniciens au sol. Donc ils essayaient quand même de jouer pas mal sur la stratégie de bon bah on essaie de rester debout et puis on essaie de ramener au sol à 30 secondes de la fin, tu vois. Donc ils avaient le physique et puis ils avaient l'envie, et etc. Donc non, ça en faisait des adversaires rugueux et difficiles. J'ai gagné face à certains, j'ai perdu face à d'autres. Fabien Brechtel aussi a gagné, a perdu. Enfin, tu vois, à l'époque, on perdait, on gagnait, mais donc c'était cool, c'est ça qui nous poussait aussi vers le haut, quoi. C'est quoi qui faisait parce que vous aviez quand même du coup Flavio qui avait un sacré bagage technique. Et c'est vrai quand même au sol, l'avantage technique, ça fait souvent quand même une grosse différence sur le résultat. Tu peux même avoir des gens où tu as l'impression que tu as, un gamin avec un adulte, quoi, quand tu Ouais. as, quelqu'un qui a pas une bonne technique face à quelqu'un qui est vraiment bon, quoi. Et Mhm. donc là, certainement que vous avez quand même un niveau technique bien supérieur à eux. Et c'était quoi? C'était sur la lutte, du coup, qui vous arrivait à vous dominer ou... Ouais, après, ouais. Ouais, peut-être la lutte, peut-être. Ouais, mais on s'entraînait quand même aussi en lutte, mais c'est vrai que c'était. Bah, en fait, moi, bon, je crois que j'ai perdu qu'une seule fois face à un mec de chez eux, c'était Freddy Toll. Bah, que c'est ça qui m'a battu, je crois, essentiellement en lutte, ou je sais plus. Mais c'est pareil, tu vois, il avait un gros physique, il avait une caisse, enfin, tu vois, il avait du cardio. Puis voilà, je sais pas, j'ai mal géré le combat, et puis il m'a battu comme ça. Fabien, pareil, tu vois, il a battu une fois, il me semble, il a battu une fois Yann Goavec, là, qui était leur prof aussi, qui était un poids léger. Et puis une autre fois, il s'est fait battre parce que bah, l'autre, il est arrivé, il avait plus d'envie, un peu plus de lutte debout que Fabien, etc., etc., tu vois. Donc, ouais, je sais pas c'était quoi la différence, mais tu sais, après, c'est l'envie, hein. C'est le jour J qui a le plus envie que l'autre, c'est ça qui les portait peut-être, tu vois. Et alors toi, l'envie, comment tu l'as maintenue? Parce que après, bah, il y a un moment où t'étais plus un petit gamin, quoi. Tu faisais des études en parallèle. Ouais, Parce que c'est- j'étais en STAPS, j'ai fait STAPS, moi. J'ai j'ai fait, euh, j'ai fait 7 ans de STAPS pour faire juste une licence. Ah, c'était dur, hein, franchement, s'entraîner beaucoup, et puis, enfin, j'aimais beaucoup mes études, mais réviser après à la maison, c'était dur, quoi. J'étais fatigué, j'avais pas envie. Donc, j'ai mis un peu plus de temps que prévu pour valider tout ça. Mais,
Mais ouais, comment j'ai gardé la motivation? Bah, peut-être parce que j'ai jamais vraiment atteint mes objectifs, qui étaient bah, de faire une médaille ou un podium à la DCC, tu vois. Donc, j'avais vraiment envie de prouver que c'était possible, et j'avais vraiment envie d'y arriver. J'ai pas réussi, mais peut-être ce sera quelqu'un d'autre à ma place qui le fera, tu vois. Mais c'était ça, je pense, qui me motivait. Et puis en même temps, si je faisais pas ça, je faisais quoi d'autre, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas. Enfin, moi, je comprends, tu vois, d'un côté, mais en termes de plan de carrière, on va dire, entre guillemets, il n'y avait pas d'argent là-dedans. Donc, c'était vraiment l'envie, la passion qui t'a mené, quoi. Ouais, il y avait pas. Alors, on n'est pas à plaindre quand même comme discipline parce que les Brésiliens, ils ont réussi quand même à faire un truc que dans d'autres sports, ça n'existe pas, quoi. Le truc de, bah, il faut, il faut. Alors, aux États-Unis, ils payent cher pour s'entraîner en JJB, en lutte à livrer, dans ces sports-là. Euh, En France, on paye moins cher, mais on reste quand même dans des tarifs un petit peu plus élevés en général que les sports de combat, comme la boxe anglaise ou la boxe thaï. Ensuite, ensuite, les gens, ils ont l'habitude de payer aussi pour faire des stages, ils ont l'habitude de payer pour faire des cours particuliers, ils ont l'habitude. Enfin, tu vois, il y a quand même une économie dans ce sport qu'il n'y a pas dans d'autres. Exemple, le judo, bah, si tu donnes pas des cours ou si t'es pas un grand sportif comme Teddy Riner, bah, franchement, t'es rien, quoi. Tu gagnes 1000 balles par mois, c'est pas possible, enfin, tu vois, et c'est compliqué. Il y en a quelques-uns qui gagnent plutôt bien, qui peuvent bien gagner leur vie, mais c'est vraiment trop peu, quoi. C'est pour tous ceux qui sont dedans et qui s'entraînent dur, il n'y a pas d'économie dans le judo, tu vois, qui aide les athlètes. Alors que nous, il y a quand même quelque chose et tu vois, c'est vraiment possible. Il y a tellement de choses possibles, tellement de choses possibles, que ce soit dans le digital, que ce soit dans des stages, dans des camps, dans donner des cours, même des workshops, des trucs. Enfin, il y a Mais tout qui est maintenant, mais à possible. l'époque où toi, tu t'entraînais, Mais c'était déjà le cas. Il y a un moment, je donnais des stages tous les week-ends. Je m'entraînais du lundi au vendredi. Le vendredi soir ou le samedi matin, je prenais l'avion ou le train. J'allais donner des stages tout le week-end. Je revenais le dimanche soir et le lundi, je repartais. Et en fait, c'est à l'époque, moi, il y avait un peu ce truc euh, tu sais, d'enfant gâté que j'entends encore enfin, c'est normal, c'est humain, je pense, mais ah, comment ça se fait que personne me sponsorise? Ah, mais comment ça se fait que personne me donne de l'argent? Ah, mais c'est genre, tu te dis, putain, pourtant j'ai fait ça, 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 et personne me. Mais en fait, bon, bref, on va pas parler forcément de ça maintenant, hein, mais je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais être mon propre sponsor. Et je vais aller chercher des moyens pour gagner de l'argent. Et puis, bah, tu m'as pas mal inspiré, hein, à l'époque, on discutait beaucoup là-dessus. Bah, tu vois, dans le digital ou même pour d'autres choses, tu vois, on discutait énormément, je me rappelle. Et voilà, ça m'a pas mal guidé. Et puis après, je regardais aussi ce qui se faisait dans mon milieu. Et puis, j'essayais de faire pareil, quoi. J'ai arrêté d'attendre les autres et j'ai commencé à faire les choses par moi-même bah voilà, pour vivre de ça. Parce que, en fait, moi, ça m'a toujours fait. À l'époque, quand je voyais la vie de Flavio, quand je voyais la vie de Pequeño, quand je voyais la vie des combattants, les mecs qui voyageaient partout dans le monde, euh, ils donnaient des stages, super bon contact avec les gens, tu sais, ça s'entraîne, açaï, surf, enfin, tu vois, le lifestyle qu'ils te vendent un peu sur Internet, bah, ça me faisait rêver, tu vois, je me disais, bah, j'ai envie de cette vie-là, j'ai pas envie d'une vie où, tu sais, enfin, j'avais envie de cette vie-là, quoi. Et du coup, bah, j'ai essayé de me battre pour l'avoir, quoi. mais en même temps, il a fallu que tu t'affranchisses un peu comment dire ça, bah déjà peut-être de l'influence de Flavio et de ce qu'il voulait que tu fasses, parce que je sais que bon, on va pas revenir sur les histoires et de ça entre vous, mais je sais qu'il y a, par exemple, le fait que après que Flavio ait quitté le club, enfin mon club, le Fushankun, toi, après, tu es revenu donner des cours. C'était pas quelque chose qu'il voulait, mais tu l'as fait quand même, tu vois. Donc, enfin, il y a des moments où tu as su prendre des risques et aussi penser autrement, tu vois, que les autres, quoi. Bah ouais, ouais, il y a des moments où il faut prendre des décisions et puis
Je sais pas, ouais, en fait, c'est toute une question de mindset, tu vois. Je sais pas, je revoyais encore un truc là-dessus hier, c'est vraiment ça, quoi. Tu sais, il y a un moment, je me suis dit, bon, bah, ça y est, cette année, je veux commencer à travailler là-dedans. Je veux commencer à gagner ma vie avec ça. Et puis, bon, bah, on s'est disputé avec Flavio. Il voulait pas que je commence à donner des cours chez toi pour des histoires qu'il y a eu entre eux avant. Et du coup, moi, je lui ai dit, Flavio, je peux pas faire ça. Je peux pas ne pas accepter cette offre-là. Et je peux pas, enfin, j'ai envie de commencer, quoi. Et si je commence pas en septembre, je vais commencer quand? Je vais encore perdre un an de ma vie, à pas pouvoir me lancer là-dedans. Donc, je pouvais pas refuser, en fait. C'était tout. Donc, voilà. Mais ouais, après, des fois, il y a des choix à faire et puis, ils peuvent être douloureux, mais ouais, après, c'était pas facile, hein, parce que quand j'ai commencé, je pensais que certains allaient pas forcément me suivre, mais peut-être, bah voilà, passer au club de temps en temps, parce qu'en fait, je passe d'un club où je suis encadré, il y a déjà un niveau, il y a des mecs de mon niveau, il y a des mecs avec qui je m'entraîne qui me mettent en difficulté, à j'arrive, je suis professeur et bah clairement, il y avait personne de mon niveau qui s'entraînait avec moi. Il y avait des bons gars et on s'entraînait très bien, tu vois, mais les personnes me mettaient en grosse difficulté à l'entraînement. Et en fait, bah voilà, je me suis retrouvé. Au final, je pensais pas que j'allais me retrouver aussi seul que comment je me suis retrouvé. Et mais bon, tranquille, c'est comme ça que j'ai grandi, et c'est comme ça que j'ai encore moins attendu des autres et que j'ai continué à construire ce que j'ai construit, tu vois. Ouais, puis ça te force. Enfin, moi, je sais que j'ai vécu plus ou moins la même chose avec mon prof de Wing Chun et que le moment aussi où je me suis disputé avec lui et que je suis parti, bah, en fait, tous ceux qui étaient mes potes d'entraînement, machin et tout, à part mon ami Guillaume, mais la majorité m'ont tourné le dos et m'ont désavoué et je me suis retrouvé bah ouais, tout seul, avec mon ami Guillaume qui était toujours là, mon plus ancien élève Serge aussi, mais tous les autres avec qui pourtant moi j'étais pote, bah ouais, ils m'ont tourné le dos, quoi. Donc, mais ça te donne une force en plus, tu vois. Ouais. Après, moi, tu vois, j'étais un peu. Bon, c'est comme là récemment, tu vois, j'arrive au Brésil. Bon, on en parlera peut-être après, mais c'est en fait, tu t'attends à une chose, puis au final, tu te retrouves tout seul, quoi. Tu te retrouves tout seul et bah ouais, tu te forces à. Enfin, en fait, j'étais perdu, je savais pas vers où aller, tu vois. J'ai même contacté, à l'époque, j'avais des contacts avec l'American Top Team et je leur demandais s'ils cherchaient pas une affiliation en France. Et puis après, enfin, j'essayais de chercher à droite, à gauche, tu vois, un soutien, tu vois. Hmm. Et heureusement, personne n'avait trop voulu ou personne m'a donné trop de réponses ou alors peut-être, mais ça allait pas. Et je me rappelle d'un conseil. euh, Tu vois, j'ai appelé mon autre prof de lutte à livrer, Alexandre Pequeño. Et donc, je lui disais, ouais, qu'est-ce que tu me conseilles, tu vois? Et lui, il m'a dit, fais ce que tu veux, mais la seule chose que tu ne peux pas faire, c'est de signer ou de représenter un club de JJB. Et non, et après, peu importe, tu vois, JB ou pas, mais au final, tu vois, quand il m'a dit ça, je me suis dit, bah ouais, bah, vas-y, c'est parti, je vais faire mon propre truc, tu vois. Et mon propre truc en partenariat avec Pequeño, avec son frère, avec des mecs, tu vois. Mais, euh, mais ouais, c'était marrant et au final, c'est comme ça que je suis resté, bah, au final, que j'ai construit mon propre nom et que j'ai fait mon nom dans ce milieu-là, quoi. Parce que toi, tu t'attendais à quoi quand tu es arrivé au Brésil? Ouais, quand je suis arrivé au Brésil, non, bah en fait, bon, on en a parlé 1 heure et demie hier, mais Ouais. bah, quand je suis arrivé, en fait, là, bon, il y a eu le Covid. C'était déjà un projet qu'on avait avec ma femme de venir habiter au Brésil, ou en tout cas de partir de Paris, partir de France. On voulait vraiment partir à l'étranger. Donc j'avais eu des opportunités pour les États-Unis, mais les États-Unis, j'allais repartir pour 10 ans de travail. Enfin, ça allait être compliqué, quoi. Enfin, aux États-Unis, il faut vraiment beaucoup d'argent si tu veux une qualité de vie quand même sympa. Donc, on a choisi le Brésil. Et donc le Covid a un peu accéléré les choses. Et je suis venu ici, mais bah, tu sais, je suis passé de m'entraîner 3 fois par jour, donner je sais pas combien de cours par jour, enfin, ne pas m'arrêter toute la journée,
se lever à 7 heures et puis se coucher à minuit, enfin la vie parisienne quoi. Ah, j'arrive ici, bon bah qu'est-ce que je fais maintenant, tu vois? Qu'est-ce que, qu'est-ce que je fais maintenant? Et c'est pour ça que, enfin voilà, j'essaie de trouver petit à petit mon équilibre, ma nouvelle routine, mais c'est pareil, comme on en a parlé, c'est pas évident Mm. avec des enfants qui sont tout le temps en vacances, hein, j'ai l'impression. C'est pas facile de trouver des routines de travail, mais, euh, mais ouais, voilà, c'est encore une fois un nouveau défi pour moi bah voilà, je suis encore tout seul face à moi-même, et puis bah, essayer de construire ou essayer de continuer à exister dans ce milieu, essayer d'apporter quelque chose de sympa à travers peut-être les, tu vois, les réseaux sociaux, ma chaîne YouTube, mon Instagram, mon TikTok, voilà, essayer de continuer d'aider un petit peu les gens et de leur donner les conseils que moi j'aurais voulu avoir quand j'ai commencé, tu vois. Essayer de comprendre un peu mieux ce milieu qui est un peu fermé, où en fait on dit qu'il faut pas avoir d'ego, mais tout le monde a trop d'ego, euh, où, où ouais, il y a des règles, mais personne les donne vraiment. Ah, comment je peux être ceinture bleue? Bah, entraîne-toi et tu verras bien. Mais en fait, non, il y a des choses qui peuvent être dites qui sont pas dites, parce qu'aussi, je pense que la plupart des profs, même eux, ne le savent pas. C'est beaucoup au feeling. Et, euh, et voilà, quoi, essayer d'apporter tout ça pour que le milieu soit sain et que le milieu grandisse aussi, et que qu'on puisse le donner accessible à tout le monde, en fait. Mm. Et si on revient un peu en arrière, parce que moi, tu vois, dans mon parcours, le nombre de profs ou même d'élèves qui me disent, tiens, j'aimerais bien devenir prof et j'aimerais bien un jour ouvrir mon club et tout, j'en ai eu beaucoup, tu vois, mais il y en a très peu qui l'ont fait. Ouais. Alors qu'il y en a qui sont devenus profs, oui, mais qui ont ouvert leur club, non, tu vois, ça c'est un truc quand même, c'est compliqué, c'est une prise de risque. Toi, c'est quoi qui t'a motivé déjà à le faire, à le passer de bah je donne des cours dans des clubs, je fais des stages, tout ça, à me lance, j'ouvre mon propre club et puis tu as quand même bâti un petit empire, quoi, tu vois. Tu as créé comme enfin, ouais, comme une franchise, quoi, quasiment pour moi. Donc, enfin, En fait, ouais, je qu'est-ce vais qui t'a motivé à faire ça et à prendre le risque et à le passer cap. le cap, quoi. En fait, moi, à la base, donc, quand je donnais cours chez toi, euh, je me disais, ah, je veux rester en associatif, c'est beaucoup plus simple, et je pense qu'on peut faire beaucoup plus d'argent alors, bon, mon projet, c'est pas de faire le plus d'argent possible, c'est juste de payer mes factures, c'est juste si mon fils, il veut manger une glace, bah, lui payer sa glace, enfin, tu vois, j'ai pas de projet d'acheter un bateau comme McGregor, ou, tu vois, donc, Oh, bah, c'est pour d'avoir une ça, belle vie, quoi. ouais, Après, bon, ne on en pas, parlait aussi. Les gens, ils aiment pas en France qu'on dise qu'on veut gagner de l'argent, mais pour moi, en tout cas, de mon point de vue, c'est pas une honte de vouloir bien gagner sa vie et de faire, ah non, bah, de travailler et de se construire, voilà, une carrière qui va te donner satisfaction personnelle et professionnelle, quoi. ouais, ouais. Bah, c'est ça. Et du coup, en fait, quand je donnais cours chez toi, donc je donnais cours chez toi et je sais plus, je donnais cours ailleurs aussi. J'étais pas assez payé, putain. Bah non, mais je commençais, c'est normal. Ça, c'est pareil, les gens, ils pensent, j'ai commencé, je donnais 2 cours chez toi. Et c'était 2 cours en journée, parce que le soir, je voulais m'entraîner ou je sais plus. Et, euh, et en fait, pendant un an, je crois, j'ai eu 10 élèves. Enfin, il y avait 10 mecs qui ont payé, mais j'avais que 2 3 mecs sur le tapis, quoi, maximum 5 pendant un an. Donc, bien évidemment, c'est pas avec 10 personnes que je vais payer quoi que ce soit, tu vois. Donc, c'était bah, un investissement sur l'avenir. Deuxième année, je crois, je sais plus, on était arrivé à 30 35. Pareil, c'est quoi? Ça me donnait quoi? Ça me donnait peut-être 150 200 euros par mois, quelque chose comme ça. Enfin, c'était pas, bah, c'est normal, c'est pas ton système ou autre, c'est que c'est 35 élèves, ça va pas me faire devenir McGregor, tu vois. Donc, peu importe, en tout cas, donc voilà, j'étais sur un système associatif et je me disais, putain, ce système-là, c'est quand même pas mal, c'est pas prise de tête, j'ai pas de loyer, j'ai pas de truc, voilà, en plus, à l'époque, il y avait André Zetoun aussi qui m'avait sollicité pour donner des cours chez lui. Enfin voilà, ça commençait un petit peu, les gens ils commençaient un petit peu à me demander et tout. Et donc je me disais, ah voilà, si j'arrive à donner 2 cours par jour,
tous les jours, un peu partout, et que ça monte petit à petit, bah, au bout d'un moment, ça peut être sympa. Sauf que je suis allé au Brésil, et quand je suis allé au Brésil, bah, je me suis entraîné chez... donc ma femme, elle est de São Paulo à la base. Enfin, elle est de São Paulo. Et donc, je suis allé m'entraîner à São Paulo, chez Barbosa. Et quand je suis allé là-bas, bah, les mecs, ils pouvaient... En fait, il y avait 5 cours de JJB par jour. Et les mecs, donc, ils pouvaient s'entraîner matin, midi, après-midi, soir, tous les jours. Et je me suis dit quoi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, en fait, il faut que les mecs, ils aient cette possibilité. Parce que j'avais toujours cette envie d'être champion ou de réussir. Donc, il fallait que je forme mes sparring, en fait. Et pour Ouais. former mes sparring, bah, il fallait que les mecs, ils puissent s'entraîner beaucoup de fois, tu vois. S'ils s'entraînent que 2 fois par semaine, ils vont pas progresser, c'est pas possible. Et en fait, je me suis dit quoi? Je me suis dit, bon, bah, j'ai pas le choix, il faut que j'ouvre mon club. Hmm. Et voilà, bah, c'est ça qui s'est passé, en fait. Et je suis rentré du Brésil. J'ai cherché un local. On a trouvé dans le 13e un petit truc, pas trop cher, entre guillemets. Et puis, bah voilà, mes parents, ils m'ont aidé pour ce premier club. Et puis, bah, c'était parti, quoi. C'était parti. Et c'est ça qui m'a donné. En fait, la raison pour laquelle j'avais envie d'ouvrir un club, c'est parce que j'avais envie que mes élèves puissent s'entraîner autant de fois qu'ils le voulaient par jour, tous les jours, tu vois. Hmm. Euh, Parce que je voulais que les mecs ils deviennent forts, parce que moi je voulais devenir fort aussi, tu vois. Hmm. Donc ça c'était la vraie raison. Mais du coup cette raison-là, pour continuer là-dessus, euh, bah ça m'a pas poussé à être un bon entrepreneur, tu vois. Parce que j'avais pas ce mindset de bah non mais en fait Nico t'as un business et il faut que tu le fasses fonctionner, quoi, tu vois. Il faut que ça marche. Il faut que t'arrêtes de bricoler à droite à gauche et que tu gagnes ton argent vraiment avec le club, quoi. Ouais, et ce qui m'a fait tilter, c'est, je suis allé en Slovaquie donner un stage dans une ville qui s'appelle Levoča. Enfin, une ville, c'est un village. Non, mais c'est genre, t'as une place et t'as 2 rues autour, tu vois. Donc c'est un village, quoi. Et en fait, le mec, il m'a emmené donc on est parti dans son club. Son club, une grange, tu vois. Il y a pas de douche, bien évidemment. Et puis, niveau chauffage, c'est un peu compliqué en hiver. Et, euh, et j'arrive là. Bah, en fait, c'était la deuxième fois que j'y allais. Et, mais ils avaient changé, enfin, c'était le prof qui m'a fait venir à la base, il avait changé de ville. Et un de ses élèves était resté là. Et son élève était un peu plus axé justement sur le business pour faire évoluer le truc. Et j'arrive là, village de 200 habitants, le mec il me dit j'ai 100 élèves. Moi, et il me dit et toi? Moi j'étais à Paris. Paris, combien de millions d'habitants? 6 je crois, ou je sais plus, 7 je sais Plus, plus. hein, je crois que c'est 11, 11 ou 12, hein, je crois. Bon, et je lui dis j'en ai 100, 130, 150. Et enfin, ou même pas, il me pose la question, mais moi tout de suite dans ma tête c'est ça, je me dis non mais attends, mais il y a un truc qui va pas là. Le mec il est là dans un village, il a 100 élèves, et toi t'es à Paris, t'en as un peu plus que lui seulement. Et là, je suis rentré, je me suis dit, non, c'est mort. Je me suis dit, c'est mort. Faut que j'arrive à comprendre, en fait, pourquoi ça marche pas comme ça devrait marcher. Et puis, faire monter le truc, quoi. Et puis, il y avait aussi ce truc avec ma femme, on voulait partir. Euh, et, euh, et j'avais cette opportunité pour New York. Mais, j'avais déjà un enfant, je crois. J'en avais déjà un. Et, euh, et, il- et en fait, il fallait que je reparte là-bas, que je reparte un peu de zéro, quasiment, quoi. Et franchement, enfin, voilà, je me posais des questions. Je me disais, putain, est-ce que je veux repartir pour tous les week-ends, stage, la semaine, aller m'entraîner partout, essayer de montrer, etc. Enfin, faire vraiment ce travail de commercial un peu. Et je me suis dit, bon, tu sais quoi, je vais me laisser un an. Mais cette année-là, je vais tout faire pour que le club il marche. Tout faire. Tout. Je vais tout remettre en question, tu vois. Et, et si au bout d'un an, je vois que ça marche pas, et bah, on part. Et en fait, bah, cette année-là, ça partit, quoi. Parce que bah, j'ai fait une vraie étude de marché, parce que j'ai vraiment essayé de comprendre
pourquoi ça marche, pourquoi ça marchait pas, pourquoi d'autres clubs marchent, c'est quoi la différence. Enfin, j'essayais vraiment, bah, j'ai changé mon cerveau, quoi. Et à Mais partir du moment où j'ai changé, où est-ce que tu as été chercher les infos? Est-ce que c'est juste toi qui t'es mis à réfléchir et à analyser les choses, ou est-ce que tu as été chercher les informations quelque part? Tu as des, je sais pas, des inspirations? tu veux mon secret, Greg? Ouais, vas-y, balance. Non, mais il y a rien de très compliqué, hein. En vrai, j'ai juste fait une étude de marché ou une étude de mes concurrents. Je savais que certains clubs marchaient, je savais que certains clubs ne marchaient pas. J'ai regardé c'est quoi la différence entre chaque club et voilà quoi. En fait, c'est ça que j'ai fait. Et après, pareil, tu vois, j'ai commencé à écouter aussi les conseils parce qu'avant c'était non, mais bon, t'inquiète, je connais. Ça fait 10 ans que je pratique les sports de combat. Je Hmm. sais ce que c'est d'avoir un club quand même. Ouais. Tu connais l'histoire. Donc, euh, donc tu vois, pareil, j'ai un élève qui m'a dit, mais Nico, en fait, à l'époque, j'avais mis une bâche devant, j'avais une grande baie vitrée, enfin, j'ai une grande baie vitrée, mais en fait, je cachais l'intérieur et je mettais les informations sur des stickers devant, parce que je me disais, ah, c'est pas bien, les gens ils vont passer, ils vont nous voir nous entraîner. S'il y a une meuf qui s'entraîne, bon bah il y a des mecs qui vont pouvoir rester devant pour regarder. Et en fait, le mec il me dit non mais regarde, pourquoi tu fais pas. Et le mec qui était venu avec moi au Brésil s'appelle Fares, il se reconnaîtra. Et il me dit, Nico, franchement, mais c'est bête, toi, t'as toute une vitrine et déjà qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui passent dans cette rue-là. Si en plus de ça, tu caches l'intérieur, les gens, ils voient pas, quoi. Regarde au Brésil, c'est comme ça. Enfin, tu passes devant les clubs, tout est ouvert, tu vois. Et je lui dis, bah ouais, t'as raison, vas-y, c'est parti, tac, j'ai enlevé ça. Après, j'ai commencé à mettre un peu plus de prospectus en dehors de mon club, tu vois. Pareil, je suis parti, un autre truc qui m'a inspiré, c'est bah, tu sais, je donnais quand même pas mal de stages et du coup, j'observais aussi beaucoup ce qui se faisait dans les clubs. Et je suis Hmm. parti à Montréal, dans le club BJJ Fort, je sais pas comment il le prononce. C'est Forte, F-O-R. Forte. Ouais, bon, c'est un Brésilien qui est là-bas. Hmm. Et, et putain, il avait fait un truc super sympa. En fait, la nuit, bah pareil, tu vois, il avait une baie vitrée. Et la nuit, il mettait un projecteur sur sa fresque ou sur son logo à l'intérieur de son club. Ce qui veut dire que même les gens qui passaient la nuit, bah tu vois, ça porte, tu sais, t'as envie de regarder quoi. Et, Hmm. et en fait, avec les lumières, bah il avait envie. Bien, fais un bisou. Très belle. À tout à l'heure. Et du coup, toi, voilà, les gens ils passaient la nuit, même la nuit, tu sais, t'as toujours trois quatre pélos qui passent, mais du coup la nuit, comme il n'y a pas beaucoup de lumière, dès qu'il y a une lumière, hop, tu regardes, tu vois tout de suite. Donc ces petits détails-là, et puis bah pareil, j'ai fait pareil, quoi. Il y a des trois trucs comme ça que j'ai fait pareil. Euh, Mettre je sais pas comment on appelle ça, un truc comme ça là, tu sais, en dehors du club où Ouais, je les vois. gens Ouais. ils puissent lire, y avoir tu sais, c'est genre ils passent dans la rue, au lieu d'avoir besoin de tourner la tête, bah hop, il y a les infos qui sont devant eux, tu vois. Hmm. Voilà, bon, c'est plein de petits détails comme ça. Changement des prix, beaucoup plus, on va dire, que les gens ils pouvaient s'adapter au prix. Non, euh, enfin les Les prix prix s'adaptaient aux s'adaptaient gens au. plutôt. Hmm. Pareil pour les horaires, tu vois, essayer de mettre un maximum d'horaires. Ça, pareil, ça, je peux que remercier mes professeurs parce qu'il y en a plein qui ont fait beaucoup d'efforts financiers pour m'aider à grandir. Il y en a plein que je payais pas, tu vois. Je payais pas Ouais. ou je payais très peu. Et puis, bah, il y en a, ils m'ont dit, bah, écoute, Nico, pas de souci, première année. Et puis après, on voit au bout d'un an ce que ça donne, tu vois. Donc voilà, c'est tout ça mis bout à bout qui nous a fait avancer, grandir, quoi. Mais tu as réussi à créer une vision de ce que tu voulais et à faire adhérer les bonnes personnes à ta vision, quoi. Ouais, 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 bah, tu vois, la plupart si tu me parles des profs là, les profs, tu vois, c'était Ouais. comme toi, ils voulaient travailler avec ça. Et, et en fait, moi, bah, j'essaie de leur donner l'opportunité de le faire, tu vois. J'essaie de les former, de leur expliquer comment je voyais les choses. Après, eux aussi, ils me donnaient leur ressenti. Et puis, on a essayé d'avancer comme ça, tous ensemble, quoi. Mais c'est vrai que dans notre milieu, malheureusement, enfin, malheureusement, je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais il y a peu de gens qui sont, moi, ce que j'appelle professionnels, c'est-à-dire qui vivent de ça. Et donc, c'est pas. Alors aujourd'hui, c'est sans doute plus facile qu'avant, mais
c'est quand même pas si facile que ça de trouver des gens qui sont dispo pour donner des cours en journée, parce qu'il y en a beaucoup en fait qui ont un boulot la journée et qui peuvent donner des cours que le soir, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah après, moi, euh, la plupart des mecs, c'était mes élèves, en fait. Les Ouais. 80, je sais même pas, je crois qu'aujourd'hui, il y en a que deux j'ai 20, 25 profs. Donc, ouais, aujourd'hui, il y a quand même des mecs qui étaient pas forcément mes élèves, mais la plupart, enfin, il y a vraiment un respect quand même. Enfin, non, bon, ça se passe bien, mais la plupart, ça restait quand même mes élèves et la plupart, c'était des jeunes. Donc, les jeunes où ils faisaient des études, où ils essayaient vraiment de se lancer pour être compétiteurs. Donc, voilà, je leur ai donné au début un petit boulot pour qu'ils puissent au moins payer un peu leurs petites factures. Et puis, bah, maintenant, aujourd'hui, il y en a certains qui gagnent très bien, enfin très bien leur vie, tu vois. Surtout en période de Covid. Ouais. Mais moi, enfin, franchement, et je l'ai dit déjà à plusieurs personnes, mais je suis assez admiratif quand même de ce que tu as réussi à faire, parce que bah, tu es parti justement voilà, d'un parcours un peu classique. Je me rappelle que quand tu voulais ouvrir ton club, tu donnais encore les cours chez moi, tu étais venu m'en parler, me poser des questions, tout ça. Mais tu as su aller beaucoup plus loin, tu vois, que ce que moi j'ai fait, mais parce que j'ai pas. Et encore aujourd'hui, moi, enfin, tout le monde me dit depuis que j'ai déménagé à Bordeaux, alors tu n'ouvres pas une nouvelle salle. Et non, en fait, j'ai pas l'envie en fait d'ouvrir une nouvelle salle. Après, la vision de ce que c'était d'avoir un club, pour moi, ça impliquait d'y être et de donner plein de cours et d'être hyper présent et tout ça. Et bah, sur ça, on s'est suivi un peu d'assez près au final, mais toi, tu as commencé en fait bien avant moi, puisque tu avais 3 salles peut-être, ou 4 salles avant de partir au Brésil. Ouais, j'en avais quatre, j'ai dû en fermer Quatre. une là. Donc, On bon, en a trois là. mais du coup, forcément, quand tu as plusieurs salles comme ça, tu peux pas y être tout le temps. Et donc, tu avais déjà des clubs qui étaient en place et qui tournaient plus ou moins sans toi, quoi. Ouais, ouais. En fait, j'ai toujours essayé de réfléchir à avoir un business qui dépendait pas de moi. Et tu vois, mais depuis toujours, mais même quand mes élèves, en fait, j'ai toujours forcé mes élèves. Alors, j'aime pas forcément dire mes élèves, mais les gens avec qui je m'entraîne ou autre. Mm. Euh, mais pour tout le monde, comme ça, que tout le monde comprend. En fait, je les ai toujours forcés à savoir enseigner. Et des fois aussi, je disais pas que je venais pas au cours, mais je disais par exemple, je sais pas, Zuber, s'il te plaît, remplace-moi aujourd'hui. Mais je disais Mm. pas aux gens que je venais pas. Comme ça, les gens, ils découvraient un petit peu. Bon, ça, c'était au début, hein, mais ils Ouais, découvraient un peu le travail aussi ou la manière d'enseigner de quelqu'un d'autre. Parce que si ouais, tu leur dis pas, si tu leur dis, oh non, aujourd'hui c'est pas Nico, bah je viens pas. Ah, ouais, enfin, tu vois, c'est tout le temps toi, 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 tout le monde veut s'entraîner avec toi. Parce que c'est ton club, parce que bon, ouais, parce que ils ont l'habitude de s'entraîner avec toi. Et ouais, au final, j'ai habitué les gens à s'entraîner aussi avec d'autres. Et tu sais, en mettant plein d'horaires toute la journée, de toute façon, je pouvais pas tous les donner. Donc petit à petit, les gens, bah voilà, quand ils ont que l'opportunité de s'entraîner le matin ou que l'opportunité de s'entraîner, je sais pas, le week-end, bah c'était pas moi. Et du coup, ils ont connu d'autres professeurs aussi et d'autres façons un petit peu d'enseigner et puis d'autres personnalités. Et au final, c'est aussi ça la force d'Enerfight parce que quand par exemple, ah, je vais m'entraîner avec Nicolas, ah, j'ai pas aimé, je sais pas, ah, c'est trop dur ou ah, sa technique, c'est de la merde, enfin, j'en sais rien. Euh, bon, bah, je vais aller essayer un autre cours. Ah, je vais aller avec Zuber. Ah, Zuber, j'aime mm, bien parce que franchement, il est fort en clé de cheville, puis j'ai besoin de travailler là-dessus. Et en fait, c'est ça la force d'Enerfight, c'est que comme les gens, ils ont accès à toutes les disciplines et tous les profs, bah, c'est qu'ils peuvent, voilà, si ils vont venir essayer ou ils vont venir faire un cours, je sais pas, bah, du coup, en lutte à livrer avec Nicolas, bah, ah, j'aime bien, c'est cool et tout, boum, 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 ils s'entraînent 3 mois, peut-être 6 mois, peut-être un an, peut-être 3 ans, puis au bout d'un moment, ah, ça me saoule, je tourne en rond, ah, j'ai envie d'essayer autre chose. Ah, il y a du JB, ah, je vais aller voir Samuel Monin. Samuel Monin, JB, ah ouais, c'est bien, ça complète bien le lutte à livrer, ça me plaît bien. Ah, maintenant j'en ai marre, j'ai envie de faire autre chose complètement. Ah, je vais faire de la boxe anglaise et ainsi de suite, tu vois. Et en fait, les mecs, pour terminer, c'est là-dessus, je pense que les gens se retrouvent et qu'ils aiment bien, c'est que bah ils peuvent avoir accès à plusieurs enseignants, à plusieurs enseignements aussi, du coup, et plusieurs disciplines, etc. Donc, euh, donc ouais, c'est une formule qui marche plutôt bien, je pense. Les gens ont l'air d'être satisfaits et
Puis on verra ce que l'avenir va nous ramener, ouais. Mais, et du Ouais. coup, moi, depuis le début, j'essaie toujours de réfléchir à comment faire en sorte que le business ne dépende pas de moi, parce que je pourrais pas être partout. Et j'ai vu, Même si, du coup, tu as quand même basé ton business sur ton nom, quoi. NR Fight, ouais, c'est quand même ça, Nicolas Rogny, quoi. ça j'ai pas choisi, enfin, ouais. En fait, j'ai pas tellement choisi au final, et pour moi aujourd'hui, ouais. Moi, quand je pense à NR Fight, je pense pas à Nicolas Renier, tu vois. Mais Ouais. ouais, les gens, ils pensent peut-être à ça. Mais aujourd'hui, les gens, quand ils pensent aujourd'hui, comme je suis plus sur Paris, bah, les gens qui viennent s'entraîner, ils savent même pas qui je suis et ils savent même pas pourquoi NR, en fait, tu vois. Hmm. Maintenant, quand je vais sur Paris et que les gens ils me voient, ils pensent que je suis un élève, ou tu vois, ils savent pas qui je suis parce que je me mets pas forcément en avant ou autre, tu vois, parce que je veux pas être en avant, parce que je veux que tout le monde existe dans le club, tous les profs. Donc, je pense que c'est important, ouais. Mais tu as appliqué un peu en fait le modèle quand même des salles de fitness au final, où bah, c'est un accès un peu toute la journée à tout, les cours collectifs, la salle de muscu, machin, tout ça, et tu l'as appliqué aux arts martiaux, et c'est vrai que ça se faisait, c'est pas quelque chose qui se faisait à l'époque. Et même Puis c'est- moi-même, j'étais contre cette idée-là. Et c'est vrai que c'est bête parce que il y avait des gens toujours qui me demandaient pourquoi tu fais pas un truc illimité. Moi, j'ai envie de faire plusieurs cours, mais voilà, la structure des prix comme elles étaient, ça donnait pas envie, quoi. Greg, il y a Euh, personne qui et fait ça. Il y a oui, personne qui fait ça dans le monde. Il y a personne. Partout où je vais m'entraîner, personne fait ça. Personne fait ça. Mais donc là maintenant, apparemment, Fushan Kun va le faire à partir de la rentrée. parce que Donc, tu m'as convaincu il y a quelques mois, hein, quand on ouais, ouais. s'appelle, je sais pas, tous les 3 mois, un truc comme ça. Ouais. Et tu m'as convaincu. Bon, ça a pas plu à mon équipe de coach au départ. Ça a été difficile de leur faire accepter ça, mais parce que ça va à l'encontre des traditions et du fonctionnement que tout le monde perpétue depuis toujours, quoi. Mm. Mais regarde, encore une fois, on veut tous vivre de notre passion. On... Maintenant, nos élèves ou les gens qui veulent s'entraîner, bah, aujourd'hui, ils ont envie d'avoir accès à tout, quoi. Ils veulent pas être bloqués sur un cours, ou ils veulent pas être bloqués sur une discipline, ou ils veulent pas. Enfin, en fait, il faut que chacun écoute l'autre. Tu vois, tu peux pas demander que à l'élève d'écouter le professeur. C'est pas possible. Il faut que le prof ou le gérant, il puisse écouter aussi les élèves. Et c'est ça qui a beaucoup changé mon business, tu vois. Parce que j'ai écouté beaucoup plus ce que les gens me disaient. Ah, mais je sais pas, bon, il y a toujours des plaintes ou des trucs, des petits trucs qui remontent. Bah, voilà, j'écoute quand même, je prends note, j'essaie de réfléchir. Je me dis, est-ce que ce qui m'a remonté, est-ce que ça peut convenir à mon business ou pas? Est-ce que c'est comme ça que je le vois? Etc. Et en fait, nous, on veut vivre de notre passion, encore une fois. Donc, il faut qu'on puisse proposer un produit qui donne envie aux gens de venir, mais surtout de rester. Parce que si tu leur Ok. donnes envie de venir, comme les salles de muscu, franchement, les salles de muscu, la plupart, c'est ouais, j'ai envie d'y aller, mais une fois que je suis dedans, qu'est-ce que je fais? C'est quoi? Mm. Ah bon, bah, je vais aller faire le tapis. Enfin, les gens, ils savent pas, quoi. Ça, c'est un truc, c'est pareil. J'aimerais changer ce truc de. C'est pas possible, tu vois. Nous, chez nous, on a des cours de préparation physique, c'est encadré par des profs. Tu Mm. vois, c'est pas truc de fitness. Alors, moi, je pense savoir m'entraîner en prépa physique, ça va. Mais c'est combien de personnes comme ça? C'est-à-dire que c'est des Mm. gens qui ont fait au moins, tu sais, t'entraîner en prépa physique quand t'as fait 3 ans de cours, ou tu vois, c'est comme nous en sport de combat, quoi. Il faut que quelqu'un t'ait montré les techniques, t'ait montré les positions, etc. Donc ça, c'est un truc vraiment qu'il faudrait. Enfin, c'est le CrossFit, hein, de toute façon, le CrossFit a réussi. Pourquoi le CrossFit a réussi? Parce que bah, tu fais de la prépa physique qui est encadrée par un professionnel en petit groupe. Ça a un certain coût, mais aussi le résultat, c'est pas les mêmes, tu vois, que quand tu Ouais, payes. il y a une vraie méthodologie derrière, il y a tout. Ouais, ouais. Quand tu payes 29 € par mois dans une salle de muscu, que tu y vas, tu sais pas quoi faire, puis tu vas écouter le mec qui est plus balèze là-bas, là, bah, tu vas pas aller bien loin, quoi. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est vrai que bah, ça demandait quand même un certain courage. Et c'est vrai que moi-même, qui suis pourtant un peu à tendance quand même novateur et à m'affranchir un peu justement des traditions et tout ça. Et Ouais, j'ai été
on va dire, dans ma jeunesse, critiqué aussi pour voilà, certaines choses que je faisais et tout ça, qui n'étaient pas, ce que tous les autres faisaient, tu vois. Mais toi, t'as pris ça un step encore plus loin. Et moi-même, c'est vrai que bah, du coup, j'ai enfin, ouais, eu un peu ce qu'on appelle la résistance quoi, à ça. Quoi. Ouais. Il y a un livre là, qui s'appelle The War of Art de Steven Pressfield. Là, il parle de ce concept de résistance, mais c'est la résistance au changement, tu vois. Euh, Euh, et du coup, ouais, je sais que quand je voyais toi ce que tu faisais et tout, j'étais là, non, moi, enfin, je me plaçais d'un point de vue de prof en me disant non, les élèves, ils vont pas venir, enfin, ça va être le bordel, ils vont aller partout, on va perdre l'effet de groupe qui se crée dans une discipline et tout, mais en réalité, non, parce et, que. et tu verras, moi je pense qu'on a des élèves, on va dire, beaucoup plus comblés que dans d'autres salles. Et beaucoup plus complets et beaucoup plus. Enfin, tu sais, c'est comme. Euh, tu vois, si tu veux qu'une personne elle se blesse pas trop dans sa pratique, il y a un avion qui passe là ou un hélico, je sais pas si on entend. Si on veut, tu vois, par exemple, si on veut éviter les blessures, bah, en fait, si tu fais tout le temps que ton sport, bah nous, par exemple, en lutte à livrer, si on fait que notre sport et que derrière on vient pas compenser avec autre chose, bah petit à petit nos épaules elles partent vers l'avant. Le fait d'avoir les épaules vers l'avant, bah tu peux beaucoup plus te luxer les épaules, tu peux te blesser au niveau du cou, etc. Donc tu vas chercher l'idéal, c'est de chercher à faire soit en prépa physique, soit de trouver une activité. Alors là, j'ai trouvé le surf qui est pas mal au Brésil pour venir essayer de rééquilibrer ça. Eux, ils sont complètement comme ça, tu vois. Donc Hmm. tout ça pour dire quoi? Pour dire que les personnes qui vont s'entraîner chez toi, bah, tu auras beaucoup plus de personnes qui seront multidisciplines, mais parce que aussi, tout le monde veut pas être compétiteur, tout le monde veut pas être performant dans une seule discipline. Tu le sais très bien, c'est très très peu euh, dans le nombre de personnes qui s'entraînent chez toi. Et du coup, le fait de pratiquer plusieurs sports, bah, ça va faire que ça sera des gens beaucoup plus complets, des gens qui, je pense, qui pensent mieux. Après, c'est enfin, c'est au coach de faire en sorte que le mec accroche à la discipline, que le mec ait envie de rester sur son cours, que le mec voilà, évolue avec lui, quoi. Mais au final, voilà, on est qui pour dire au mec, non, tu restes que chez moi, non, tu t'entraînes que avec moi, tu t'entraînes que dans ma discipline. Enfin, chacun est libre de Ouais. faire ce qu'il veut, et encore plus aujourd'hui, dans cette époque où on doit être, euh, on doit être des couteaux suisses aujourd'hui. On peut plus être que bon dans un seul domaine, quoi. Faut savoir faire trop de choses aujourd'hui pour exister dans ce monde. Non, et puis moi, c'est vrai que j'aime bien un peu rebattre les cartes de temps en temps. Et donc, bah, voilà, tu m'as convaincu d'essayer ça. Donc, à partir de septembre, on adopte une approche similaire avec une structure un peu différente, mais voilà, très largement inspirée de NR Fight. Donc, on va voir la réaction un peu des élèves et tout. Ça commençait déjà un peu à en discuter et la plupart des gens sont intéressés. Après, c'est toujours bah, ça va être combien, machin et tout ça. Ouais. Mais voilà, en tout cas, l'idée plaît. Donc, je pense que c'était une bonne chose. Là, il nous reste pas beaucoup de temps et c'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup du coup d'entraînement. Comme tu parlais un peu de ta prépa physique et tout, euh, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Alors, comme tu l'as dit, allez, c'est 10% peut-être d'un club, les compétiteurs, mais en termes de prépa physique pour un pratiquant loisir, est-ce que c'est réellement important quand tu es sur du loisir? C'est quoi la Alors, priorité pour toi? C'est ouais. plus vraiment la technique? Est-ce qu'il faut quand même un peu faire de physique, même quand tu es un loisir? Bah, tout dépend, c'est quoi leur objectif. Tout dépend combien de fois par semaine ils peuvent s'entraîner. S'ils peuvent s'entraîner 3 fois par semaine, alors bien évidemment, là on va être dans une optique de si jamais je fais du JJB, bah je veux progresser en JJB et je veux avoir une bonne pratique en JJB. Bah, en fait, il faut faire les 3 quarts des séances que vous avez, les 3 quarts de temps que vous avez, il faut faire du JB. Et le quart, vous pouvez faire de la prépa physique. Exemple, si je peux m'entraîner 3 fois par semaine, eh ben, je fais 2 fois du JB et 1 fois de la prépa physique. Mhm. Si je peux m'entraîner 5 fois, bah, j'essaye de faire 3, 4 entraînements de JJB et 1 ou 2 de prépa physique.
Après, des fois, la Hmm. prépa physique, on pense qu'il faut aller dans une salle et rester 2 heures. Des fois, des petits trucs où tu te butes chez toi, je sais pas, ça peut être des trucs, enfin, à un certain niveau, rien que de faire 100 pompes à la maison, déjà, mais même moi, des fois, c'est ce que je fais. J'ai pas le temps d'aller à la salle ou autre, bah hop, je me mets là, je fais 100 pompes ou je fais, je sais pas, 150 squats ou tu vois. Rien que ça, déjà, à un certain niveau, c'est déjà très bien, tu vois. Hmm. Donc, faut que les personnes, et ils le verront. Moi, depuis qu'on a mis des cours de prépa physique au club, les gens donc qui complètent leur séance de sport de combat avec de la prépa physique, ils me disent, putain Nico, ça a rien à voir à l'entraînement, quoi. Ça a rien à voir. Et les techniques, elles passent plus facilement, je me blesse moins, etc., etc. Donc, je pense que quoi qu'il arrive, il faut euh, faire de la prépa physique. Maintenant, c'est pas la prépa physique qui va te donner du cardio, c'est pas la prépa physique qui va te donner, ça va te donner de la force, mais de la force spécifique, enfin la force, il va savoir la placer, il va falloir apprendre à la placer en combat. Et pour savoir la placer, il faut faire de la technique, il faut faire du combat, il faut en bouffer. Il n'y a pas de secret. Moi, tous les clubs où je vais qui ont, bah voilà, qui ont une réputation ou qui ont des vrais gros résultats à l'étranger, bah c'est les endroits où tu fais le plus de technique et le plus de sparring. Donc il Ouais. faut bouffer de la technique, il faut bouffer du sparring, et c'est limite moitié-moitié, hein. C'est 1 heure de technique et 1 heure de sparring. Et au final, Bon, le physique, ils le travaillent dans le sparring. Ils font pas. Parce que tu sais il y a aussi beaucoup de cours où les profs font faire plein de prépa physique pendant le cours. ouais, Et du coup, au final, tu travailles pas tant que ça ta technique. ouais, ouais. Après, euh, moi, alors, je suis formé là-dessus, mais je suis juste formé. J'ai pas encadré de gens physiquement, donc je me estime pas préparateur physique. Maintenant, moi, de ma propre expérience et de ce que mon coach dit, mon coach aujourd'hui, c'est Rémi Lancou. Il dit faire des exercices comme ça sur le tatami, c'est bien, mais en vrai, c'est pas tellement de la prépa physique, quoi. Ce qui va vraiment t'apporter, euh, ce qui va vraiment développer tes capacités physiques, tes qualités physiques, bah, ça va être le travail à la salle où il va falloir lever des poids lourds, avec peu de reps ou beaucoup de répétitions, avec un tempo peut-être, donc ça veut dire doucement, rapide, ou que rapide, ou enfin bon, bref. Donc, moi, je pense que de toute façon, pour être et en plus, hier, j'entendais un mec, c'est un coach préparateur physique au Brésil qui est assez connu. Il s'est occupé de, je crois, Jacare. Enfin, moi, il s'est occupé de mecs bien. Et il disait que le travail de la force, donc ça va servir pour la sport de combat, mais aussi pour la vie de tous les jours. Et le travail de la force, c'est la vie, quoi. Pour lui, il faut travailler ça toute notre vie, quoi. La force, parce que bah, c'est ça qui t'aide quand t'es âgé, c'est ça qui t'aide à te relever, c'est ça qui t'aide à attraper des choses, à peut-être porter tes petits enfants ou autre. Enfin, Mm. il faut de la force et c'est important. Et je pense que c'est la même chose. Aujourd'hui, je fais quasiment que ça. Euh, et ça me fait énormément progresser, quoi, physiquement. Ça me fait énormément Mm. progresser. J'ai plus de douleurs bêtes, tu sais, bas du dos, la nuque, les Est-ce que tu as deux épaules. pecs ou pas qui vont sortir? Ça va arriver, ça va arriver. J'ai bon Ça, c'est espoir. ça, c'est le sujet qui fâche à chaque fois, les pecs chez Nicolas Renier. Ça va venir, ça va venir. Bah, en fait, pour la petite histoire, pour ceux qui savent pas, c'est que mes épaules, elles se déboîtaient. Je me suis fait opérer, j'avais 24 ans peut-être. Et en fait, jusqu'à il y a pas très longtemps, j'avais tout le temps des douleurs dans les épaules. Mais en fait, parce que, bah voilà, j'avais pas pris conscience que mes épaules partaient vers l'avant. Et du coup, quand je Mm. faisais mes répétitions, bah, je mettais des contraintes sur mes épaules qui étaient pas bonnes. Et du coup, bah, je travaillais pas correctement mon corps, quoi. Et Ouais. je mettais que des contraintes sur mes articulations. Donc, je me faisais mal, donc je me blessais et je travaillais pas bien mes muscles. Aujourd'hui, j'ai pris conscience qu'il faut être, Mm. hop, bien là, pour pouvoir bien pousser. Donc, tu vas voir bientôt, petite photo torse nu sur Instagram avec des gros pecs. Mais ça, c'est ouais, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des gens qui me disent ouais, le développé couché, c'est pas bon pour les épaules et tout. Je fais ouais, je pense que c'est plutôt ta technique qui est pas bonne que le Ah, développé couché, tu vois. ouais. Mais bon, Comme les ça squats, c'est comme le soulevé de terre. Tous oui. ces exercices, franchement, si tu sais vraiment la technique,
c'est les meilleurs, quoi. C'est les meilleurs. C'est vraiment. Bon, il faut connaître. Après, faut trouver les bonnes personnes qui connaissent la technique, qui vous apprennent bien la technique parce que c'est vraiment important. Mais ouais, une fois qu'on connaît bien la technique, on s'amuse, quoi. On s'amuse et il y a des bonnes sensations, donc c'est cool. Bon, bah écoute, c'est cool. On n'aura pas eu le temps de parler un peu de tous mes sujets de prédilection sur l'entraînement, la nutrition, machin, tout ça. Mais c'était un On peu plus aussi. s'en fera un deuxième, on s'en fera un Voilà, on deuxième. fera un deuxième. Là, c'était un peu plus un début, un peu nostalgie sur les débuts. Et puis après, c'était un peu deux directeurs de club qui discutaient. Ah, mais Euh, c'est intéressant. Je pense qu'il y a très peu, que trop peu de discussions. Tu sais, pendant le Covid, j'ai presque créé un groupe avec tous les coachs, enfin non, pas tous les coachs, tous les ouais. gérants de club. Je voulais créer un groupe, tu vois, je sais pas, avec Loïc Pora du Platinum, toi, je sais Hmm. pas, Mathieu Nicourt de la FFA, bon bref. Que, tu vois, qu'on s'entraide à aller vers le haut, quoi, tous ensemble. Parce que, comme le dit Fabio Gurgel, le gérant de Alliance, il dit que c'est que, en fait, ce qui détruit les sports de combat, c'est les gens qui proposent un produit de mauvaise qualité. Exemple, je vais dans un club de boxe anglaise. Premier cours, je me fais allumer par tout le monde. Combien de personnes vont rester? Ah Euh, oui. il y en a une sur 100 peut-être, ou une sur 50, j'en sais rien. Et derrière, tous les autres qui auront essayé, eh ben, ils seront dégoûtés de ce sport-là. Et du coup, ils auront plus envie de faire ce sport-là. Tout le monde veut apprendre, pour ça peut-être le mot de la fin, tout le monde, tout le monde veut apprendre les sports de combat. Tout le monde veut apprendre à se défendre. Maintenant, euh, tout le monde n'est pas prêt à se prendre des coups pour rien. Bon, déjà, c'est pas bon de prendre des coups, déjà, juste Ah pour oui. commencer. Mais derrière, tout le monde n'a pas envie de se prendre des coups pour rien. Et du coup, bah, les gens, ils ont un peu d'appréhension à venir dans une salle de sport parce qu'ils s'imaginent que ça va être comme dans Rocky, quoi. Et en plus, Ouais. souvent, ils ont raison parce que quand ils arrivent là, bah, ils se font défoncer la gueule. Bah, il y a une tonne de, désolé de dire ça, mais il y a quand même toujours une tonne de coachs abrutis qui sont souvent, c'est pas pour être désagréable, mais des anciens combattants qui voient que par le combat et il faut prendre des coups dans la gueule pour être un bonhomme et du coup bah, en fait, qui empêchent plein de personnes de venir faire ça juste pour le plaisir, pour le bien-être, pour prendre confiance en eux, mais qui n'ont pas envie de. Enfin, c'est comme si c'était une honte pour eux de dire non, mais enfin, t'as pas le droit de, de venir faire des sports de combat si t'as pas envie de prendre de coups dans la gueule. Ouais. Bah non, ouais, il y a des gens qui n'ont pas envie de prendre des coups dans la gueule, mais ils ont envie de faire des sports de combat quand même, quoi. Je pense qu'il y a aussi ce côté de je vais transmettre de la façon dont j'ai appris. Oui, Tu vois, et la façon dont j'ai appris, bah, c'est que j'ai ramassé dans la gueule à chaque cours mm, jusqu'à ce que je sois bon, quoi. Mais tout le monde, bah, déjà, c'est peut-être bête d'avoir accepté ça. Mais à côté de ça, tout le monde n'a pas envie de ça, quoi. Quoi, des fois, on a 30 ans, 35 ans, 40 ans. Bah, les gens, ils ont pas envie. Mais même moi, là, j'ai fait un peu de boxe avant de venir au Brésil. Bah, j'avais pas envie d'aller sur les cours où, enfin, chez moi, il y avait pas ça. Mais j'avais pas envie d'aller faire de la boxe et de ramasser, tu vois. J'avais envie d'apprendre la technique, d'être bien et puis de petit à petit progresser et de prendre des adversaires de plus en plus bons plutôt que tout de suite commencer avec le mec que je vais jamais toucher, qui va me défoncer. Et ça sert à rien que je vais pas progresser, quoi. bah, ça, c'est un truc dont je parle tout le temps, mais pour moi, maintenant, la notion de plaisir, c'est au centre de mes préoccupations et ça devrait l'être, je pense, pour beaucoup de personnes, quoi. Mais ouais, moi, je trouve ça dommage, du coup, que ça continue encore. On est en 2022 et Mhm. il y a toujours des gens qui ont pas compris, qui ont pas compris ça ou qui acceptent pas ça ou qui mettent un jugement de valeur sur, voilà, faut se mettre des coups dans la gueule absolument, sinon c'est de la danse, c'est pas Ouais. machin, c'est pas les trucs qu'on entend, quoi. Après, c'est ces mêmes personnes-là qui vont te dire ah mais j'arrive pas à vivre de mon sport, ah j'arrive pas, je suis obligé de travailler à côté ou autre. Bah ouais, mais faut se remettre en question et remettre en question son enseignement. Je pense que c'est important et puis voilà, et puis écouter, être à l'écoute des élèves aussi, hein. Faut être à l'écoute des élèves et voir ce qui se fait ailleurs, etc., quoi. Faut se remettre en question et pas croire qu'on sait tout. Et puis, ah, c'est ta petite phrase. Celui qui croit savoir n'apprend plus, ouais. Voilà.